Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. L'arrondissement du Sud-Ouest regroupe des quartiers aux réalités bien différentes, qu'on pense à Ville-et-Mars, Saint-Henri, la Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Et depuis 2009, ces destinées sont dirigées par Benoît Doré, qui est maire de l'arrondissement. Alors, pour nous parler de l'actualité du Sud-Ouest et de ses priorités pour 2016, nous accueillons sur le plateau Benoît Doré. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici. Alors, avant de parler des dossiers de votre arrondissement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même dans les quartiers de votre arrondissement, je veux qu'on mentionne à nos téléspectateurs que vous êtes aussi chef de Coalition Montréal, l'ancien parti du regretté Marcel Côté qui est décédé un peu après la dernière campagne électorale. Je voulais savoir comment ça se passe chez Coalition Montréal. Bien, ça se passe bien. C'est une dynamique qui est particulière, ça c'est certain. On a trois de nos membres qui sont de Coalition Montréal, mais qui siègent au comité exécutif. Et, auquel il faut rajouter, je pense aussi Elsie Lefebvre, qui est adjointe en quelque sorte. Effectivement, il y a deux membres qui sont Russell Coltman et Réal Ménard, des maires de Hochelaga-Maisonneuve et de Côte-des-Neiges, et comme conseillère associée, Elsie Lefebvre. Alors, donc, on a trois de nos membres là, qui sont au comité exécutif. Sur un caucus de 5? Sur un caucus maintenant de 5, il était de 6. Malheureusement, un de nos conseillers, le conseiller de Saint-Léonard, M. Mosquella, est décédé l'an passé. Alors maintenant, on est un caucus de 5, réduit. Mais on travaille fort. On a vraiment déposé des motions intéressantes au conseil municipal. Puis on sait que les résolutions des motions, ça parle des fois très peu aux gens, mais c'est vraiment des décisions du conseil municipal qui, par la suite, doivent être opérationnalisées. Alors, on en a fait passer comme ça en conciliation travail-famille. On en a eu sur l'incidence du compte de taxes chez les personnes qui sont soit divorcées, séparées, donc la monoparentalité. On en a également sur toute la question de la santé publique également, sécurité ferroviaire. Donc, on a vraiment travaillé très fort. Et il y a une écoute de la part du maire Coderre? Ben oui, ça c'est sûr et certain, mais c'est pas toujours facile, hein, parce que oui, on a une influence au comité exécutif, mais il n'en reste pas moins qu'on est un parti d'opposition. Alors, il faut le travailler. Et puis, le maire, je pense, travaille assez bien en partenariat. D'un fois, c'est plus difficile, d'un fois, c'est plus facile. Ça va toujours dépendre des différents dossiers. Mais pour nous, c'est sûr et certain qu'on n'est pas dans les compromis. Là, on propose des vraies choses pour Montréal. Il faut travailler fort, il faut convaincre. On compte sur nos membres au comité exécutif aussi pour réaliser les objectifs qu'on veut. Et la plupart du temps, on réussit assez bien. Vous vous retrouvez, dans le fond, à avoir, en tant que deuxième opposition, plus d'influence auprès de l'administration municipale que la première opposition au projet Montréal, en ayant 4 de vos membres dans le comité exécutif ou près du comité. Bien, c'est sûr que la dynamique, elle est différente. L'opposition officielle, comme dans n'importe quel parlement ou, bon, quand c'est accepté comme parti politique dans un conseil municipal, le rôle, c'est vraiment de critiquer l'administration. C'est aussi d'arriver avec des solutions puis de se dire, bien, nous, on est en réserve, là, tu sais, on veut montrer qu'on est les prochains. Le parti Coalition Montréal, on est très petit. Bon, la situation, elle n'est pas du tout la même. On n'a pas l'ambition en tant que telle de dire là, que nous, on va former au complet un conseil majoritaire, mais on a notre raison d'être. Et est-ce que vous avez l'intention de poursuivre les activités de ce parti-là lors de la prochaine élection, donc dans 1 an et demi, en 2017? Bien, on est en réflexion. Ça, honnêtement, on est en réflexion. On a un comité exécutif en bonne et due forme. On a des membres. On travaille cette question-là, on la regarde, mais assurément, s'il y a une chose qui est certaine, je ne serai pas candidat à la mairie de Montréal. Ça, pour moi, c'est clair depuis le début, là, quand j'ai pris la relève de Marcel Côté. Serez-vous candidat à la mairie de l'arrondissement Sud-Ouest? Ça, c'est certain. Donc, ça, vous nous annoncez ça, vous revenez donc oui, sûr pour un troisième terme en 2017. Oui, j'ai des choses que je veux encore réaliser. Il y a des choses qu'on a commencé dans le premier mandat puis qui se réalisent maintenant. J'en ai parti des nouvelles. Puis il y en a, franchement, on est beaucoup de paliers de gouvernement. Ça a été commencé dans mon dernier mandat. Puis je me dis que je veux les réaliser jusqu'au bout. Justement, on va y venir. Mais juste avant, est-ce que ça serait un scénario plausible que vous vous présentiez sous la bannière de l'équipe Coderre?
Bon, pour moi, là, il est vraiment très tôt. Il est trop tôt? OK. Oui, parce qu'en fait, au municipal, c'est souvent comme ça. À partir du mi-mandat, il y a beaucoup de maraudage, puis plus on arrive près de l'échéance, là, plus le maraudage est solide. Alors, pour moi, je suis chef de Coalition Montréal, ça, c'est certain. Je veux continuer mon rôle, et puis on verra. De toute façon, on est en train de faire la réflexion, est-ce que Coalition Montréal sera sur les rangs, tout simplement. Alors, pour moi, mais pour l'instant, moi, je suis bien dans ma position. Là. Il n'est pas toujours facile, mais je suis bien avec. Parce que je l'évoquais en début d'entrevue, c'est vraiment, vous avez à concilier, en tout cas d'un point de vue extérieur, vraiment des réalités complètement différentes dans le sud-ouest parce que l'arrondissement, pas l'arrondissement, mais le quartier Villemort, près du parc Angrignon, c'est pas du tout la même réalité que dans Griffintown. Bien que les deux endroits, il y ait des tours qui se construisent quand même, mais c'est comment vous faites pour concilier ces différentes réalités-là? Ils se construisent à La Salle, par contre, à côté du carrefour Angrignon. Il n'y en a pas, il n'y aurait pas de construction qui se ferait vraiment... Okay. Dans Villemort, non, ils sont vraiment... On est dans l'arrondissement La Salle. Okay. Mais ceci dit, il y a effectivement du développement immobilier aussi là, dans Aymar. C'est un coin qui est recherché. Hein? C'est vraiment un endroit, c'est là où il y a le plus grand couvert végétal. Les rues parfois sont larges, les trottoirs plus larges, bien dotés en écoles, en infrastructures. Mais oui, il y a des réalités vraiment différentes. Il y a 6 quartiers, dépendamment là, qui habite où. Là, on peut être 5 à 6 quartiers, mais assurément, ce sont des réalités différentes. Le cadre bâti est différent. On voit vraiment que l'histoire du quartier est différente. Là. Quand on est dans Aymar, on est avec des semi-détachés, des duplex, quelques triplex. Quand on est dans Saint-Henri, il n'y en a pas de semi-détaché. Avec un bâti qui est beaucoup plus vieux, qui a un caractère historique. Il est beaucoup plus vieux. On a effectivement beaucoup plus aussi d'anciennes manufactures puis de l'industriel. Il y en a dans Aymar, il y en a beaucoup plus dans Saint-Henri, beaucoup plus dans Pointe-Saint-Charles, puis dans Griffintown, hein, qui se renouvelle beaucoup. Puis une chance, là, depuis que je suis là en 2009, je me suis vraiment présenté en campagne électorale en disant là, que il fallait enlever ça, ce méga 10-30 que l'administration Tremblay voulait faire avec Griffintown. Qui était le projet au départ de Devimco, si je ne m'abuse. De m'abuse. Devimco, effectivement. Est-ce que, selon vous, ça va bien présentement, Griffintown, le développement tel qu'il se fait? Oui. Oui, les défis sont super importants, par exemple. Ils sont vraiment là, ils sont grands, ils sont complexes, les défis, parce qu'on n'est pas dans un endroit où on a tout planifié, parce qu'on était maître du terrain. Hein? Et on nous cite souvent Toronto en exemple. Bien, Toronto, c'était une grande propriété fédérale, une partie municipale. Là, nous, on n'est pas propriétaire. La ville est propriétaire de presque rien dans Griffintown. Alors, on rebâtit la ville sur la ville, puis avec une bonne partie démarrée par l'administration Tremblay. Alors, quand je suis arrivé, ce qu'il fallait faire avec Griffintown, c'était de démontrer au maire de Montréal qu'il s'en allait vers un mur, mais qu'on était capable d'orienter le développement. Puis on a fait des projets comme ça en se disant, voici le genre de projet qui devrait se faire dans une vision d'ensemble. Puis c'est ceux-là qu'on a poussés les uns avec les autres en se disant qu'à un moment donné, on gagnerait la planification par la ville. Puis M. Tremblay, finalement, a plié en 2012. Et puis, par la population, la pression médiatique, la pression politique, la pression des marchands, puis l'économie qui venait effectivement de bousculer grandement les plans de Devimco. D'ailleurs, on sent qu'il y a un certain ralentissement dans la construction domiciliaire. Est-ce que vous craignez qu'on se retrouve dans Griffintown à avoir peut-être certains secteurs qui restent en friche pendant plusieurs années parce que le marché de la construction est au ralenti? Je crains pas ça, mais en même temps, c'est pas une mauvaise chose non plus s'il y a certains endroits qui sont en friche, parce que ça fait partie des défis complexes en ce moment d'implanter les infrastructures, puis de suivre le développement, puis de temps en temps d'être vraiment en amont du développement. Parce que présentement, il n'y a pas d'école. Je ne crois pas non plus qu'il y a d'infrastructures municipales. Il y a un premier parc. Il y a un premier parc, oui. Il y a un projet dans lequel la Ville a été impliquée pour une installation culturelle sur le bord du canal de la Chine. Oui. Outre ça, est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont du développement que la Ville ou que l'arrondissement aimerait faire dans ce quartier-là? Oui, mais on a projeté effectivement l'achat de différents terrains pour vraiment augmenter le nombre de parcs. Ça, c'est sûr, et le couvert végétal en général. On a un partenaire majeur dans Griffintown, un partenaire institutionnel important qui est l'École de technologie supérieure. Et avec l'École de technologie supérieure, on est vraiment capable
de collaborer les deux instances ensemble, puis de faire en sorte qu'on soit gagnant-gagnant. Et ce qui est intéressant depuis les 3 dernières années maintenant, presque 3, il y a le quartier de l'innovation de Montréal. Qui est un partenariat vraiment, ETS-McGill. Oui, ETS-McGill, mais qui a maintenant Concordia est à l'intérieur, quelques cégeps également, et un conseil d'administration vraiment impressionnant. Et un ça, territoire beaucoup plus large que ce que ça devait être au départ, de ce que je comprends. Le quartier de l'innovation, c'est vraiment Atwater, le canal de la Chine, René Lévesque, et à McGill, je crois, oui, c'est en plein ça. Oui, on prend dans le fond, en fait, de quartier, l'entièreté de la Petite-Bourgogne, l'entièreté de Griffintown, une petite partie du Faubourg des Récollets et une partie de Ville-Marie au nord de Notre-Dame, où il y a Cadillac Fairview, l'ETS et aussi avec le planétarium, l'ancien planétarium d'or. Donc, c'est plus grand, la zone d'influence est plus grande, mais c'est un catalyseur incroyable et ça nous permet vraiment là, de profiter d'investissements privés pour arriver, dans le fond, à faire en sorte que ça vienne maximiser les investissements publics. Mais c'est vraiment un défi important. Dans les autres projets que vous avez menés au courant des derniers mois, des dernières années, il y a entre autres le nouveau théâtre Paradoxe qui s'est installé dans un de vos quartiers. Puis c'est un bel exemple de redéveloppement d'un bâtiment déjà existant. Oui. Ce projet-là, il est formidable. Il a vécu plusieurs volets, là, vraiment il a évolué un peu partout. Et puis, finalement, il a pu installer vraiment ses pénales dans une ancienne église sur le boulevard Monc, en plein cœur de Villemort-Côte-Saint-Paul. C'est une conversion d'une église qui est très belle. Ça nous permet de conserver l'église, donc un bâtiment institutionnel intéressant avec la communauté, préserver l'histoire, l'architecture est intéressante, mais ça permet aussi de donner un terrain de jeu incroyable à des jeunes qui sont de 18 à 35 ans, qui vont faire du multimédia, qui vont faire des emplois de la scène, tout ça. C'est pour aider à leur réinsertion en emploi. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment incroyable. Puis on a des partenariats vraiment avec les productions Lucie Roson, Juste pour rire. On a Solotech qui est avec ces gens-là aussi. L'arrondissement qui donne beaucoup de contrats. Donc, c'est vraiment un endroit, un terrain de jeu incroyable où on attire des spectacles. Les jeunes sont là, peuvent vraiment collaborer puis travailler avec des gens de grande expérience là, qui viennent produire des spectacles là. Puis c'est vraiment très inclusif sur la communauté. Il nous reste 2 minutes. Je veux vous entendre sur vos priorités pour 2016. Il y a certainement des dossiers que votre administration va essayer de mettre de l'avant un peu plus. Quelles sont vos priorités? Bien, en fait, il y en a plusieurs, puis on a vraiment fait la démonstration qu'on peut mener plusieurs priorités de front. Mais je dirais cet été, on va avoir vraiment des investissements importants sur nos artères commerciales. Boulevard Monc, là, on capitalise sur la nouvelle dynamique avec Paradoxe, la SDC, la Société de développement commercial, la Maison de la culture. Donc, on va faire des investissements importants sur le boulevard Monc. Ça a été travaillé avec la population, c'est vraiment intéressant. Et sur Notre-Dame, une démarche vraiment intéressante qui a été faite, participative, qui s'appelle La Dame sur Fine Beauté. La Dame, c'est la rue Notre-Dame. Les gens dans le coin appellent ça La Dame. Et vraiment, là, on refait la rue au complet. On profite que la Ville de Montréal, la Ville-Centre, refait toutes les canalisations, aqueducs, égouts, etc. Puis là, on la refait au complet, mur à mur. On revoit le concept. Et on a vu les plans suite à la démarche citoyenne la semaine passée. Et les gens vont adorer ce qu'ils vont voir sur le site Internet aujourd'hui même, le vendredi. Donc, sur le site de votre arrondissement. Oui. Et des travaux qui vont débuter quand sur la rue Notre-Dame? Au mois d'août, en 2 phases. Première phase au mois d'août, on va travailler par tronçon. Hein. On ne veut pas ouvrir la rue dans son entièreté sur presque 1 kilomètre. Là. Ça n'a pas de sens. Éviter ce qui s'est passé, entre autres, sur l'avenue du Parc, à d'autres endroits. Tout à fait. Donc, on va travailler pour un premier tronçon cet été. Et on recontinue l'année prochaine sur 2 ans, un méga projet. Et en terminant, vous avez été nommé président du Conseil d'agglomération. C'est une structure qui est peu connue, je crois, des citoyens. Qu'est-ce que c'est exactement le Conseil d'agglomération? Quel est votre rôle comme président? C'est la Ville de Montréal
les 16 villes liées, donc des villes comme Westmount, Beaconsfield, Montréal-Est. Les villes défusionnées. Les villes défusionnées, elles veulent villes liées. Alors, effectivement, et c'est un conseil où on va décider des infrastructures, vraiment, du centre-ville en tant que tel. Donc, vraiment, comme le conseil municipal, mais avec les villes liées. Un peu ce qu'était à l'époque la communauté urbaine de Montréal. Oui, ou avec moins de pouvoir. Oui, c'est nettement avec moins de pouvoir, mais on est vraiment sur les infrastructures de l'eau, les infrastructures routières. On est sur tout le volet STM aussi, transport en commun. Et le président fait la présidence d'assemblée, décorum, etc., et signe en compagnie du maire et du greffier les résolutions qui y sont adoptées. Donc, une nouvelle responsabilité. Pour vous, c'est un mandat de combien de temps? En principe, c'est jusqu'à la fin du mandat, donc jusqu'en 2017. J'avais 5 ans d'expérience à l'agglomération. C'est un nouveau défi qu'on m'offre. C'est un beau défi. Je comprends. Alors, écoutez, Monsieur le maire, merci d'avoir été là. Bonne continuation pour 2016. Ça me fait plaisir. Merci, bonne journée. Merci. L'arrondissement du Sud-Ouest est le 13e arrondissement le plus populeux de la ville de Montréal et il abrite près de 72 000 habitants. 42 % des citoyens sont soit nés à l'étranger ou ont au moins un de leurs parents nés à l'extérieur du Canada. De ceux-ci, ceux qui habitent le Sud-Ouest proviennent particulièrement de la Chine, du Bangladesh et de la France.